Dans cette vidéo, nous allons continuer à nous intéresser aux contreplaqués en étudiant dans le détail le multipli et les panneaux forts. Un bon nombre d'informations sur le multipli ont déjà été étudiées dans la vidéo précédente qui concernait le bois croisé, mais pour nous rafraîchir la mémoire, revoyons les différences qu'il y a entre ces deux panneaux. Pour commencer, son épaisseur, on parlera de multipli qu'à partir de 12 mm, son nombre de plis, au minimum 7 plis, et l'épaisseur de ces plis qui est régulière. A noter qu'on peut trouver des bois croisés de 12 mm et des multiplis de 12 mm. Qu'est-ce qui les distingue? Eh bien ce sont ces deux critères. Le bois croisé n'aura que 5 plis alors que le multipli en aura 7. Pour compenser ces différences, le bois croisé aura un pli central beaucoup plus important. De cette manière, il atteindra les 12 mm, alors que le multipli, avec ses 7 plis, atteindra sans problème l'épaisseur de 12 mm, avec des couches de plaquage toutes identiques. Même si ces deux panneaux présentent quelques différences, le procédé de fabrication est le même pour le bois croisé et le multipli. On peut trouver dans le commerce des épaisseurs de 12 à 50 mm, voire même jusqu'à 75 mm. Constitué de feuilles de plaquage relativement minces, d'environ 1,5 à 2 mm, chaque feuille est très bien imprégnée de colle. De ce fait, le multipli présente une excellente résistance mécanique. Pour autant que l'on apprécie l'esthétique de ces champs bruts, une fois les pièces usinées, un simple ponçage suffit. Le bordage des champs n'étant pas nécessaire, on gagne du temps et on simplifie la mise en œuvre. On peut donc dire que le multipli représente une bonne alternative au bois massif. Vu qu'on peut le chantourner et le façonner très facilement et proprement, le multipli est devenu le matériau de prédilection de certains créateurs de mobilier et de design en général. Ces créateurs utilisent bien souvent des CNC, et ces CNC permettent l'usinage d'assemblages autoserrants qui ne nécessitent ni colle ni ferrement. Et du coup, on voit apparaître sur le marché de nouveaux meubles qui bouleversent un petit peu les codes du design. Du côté des produits disponibles sur le marché, on fait la distinction entre les multiplis intérieurs et les multiplis extérieurs. Les essences utilisées se retrouvent pour les deux types de multiplis. Habituellement, le multipli est constitué à 100% de bouleau, donc pour lame et pour les plis extérieurs. Mais on peut aussi trouver du multipli 100% hêtre, ou alors du multipli hêtre ou érable en surface, sur les plis extérieurs, et à l'intérieur du bouleau. Comme on l'avait vu pour le bois croisé, on peut aussi trouver des multiplis plaqués d'essence fine. Il est même possible de commander du multipli fromagé, flexible, alors pas aussi flexible que le bois croisé, mais suffisamment flexible pour former des cintres de grand diamètre. Quelques exemples ici d'ouvrages fabriqués avec du multipli, que ce soit de l'agencement, des présentoirs, du mobilier en général, des faces de meubles, y compris des faces de cuisine. Ici on a une cuisine escamotable. À noter que certains apprécient tellement le multipli qu'ils en ont fait un champ ABS ou PVC, imitation champ de multipli. Donc c'est le genre de champ qu'on pourrait trouver le long d'un plan de travail de cuisine par exemple. Pour fabriquer un escalier, il faudrait plutôt utiliser du bois massif pour des questions de résistance à l'usure. Toutefois, on pourrait imaginer en fabriquer avec du multipli. Mais attention, les plis sont fins, ils mesurent environ 1, maximum 2 mm d'épaisseur. Donc au fil du temps, ce plaquage va rapidement s'user et le joint de colle du pli suivant apparaîtra peu à peu. Donc pas génial, mais possible. Et puis un grand classique, les côtés de tiroir en multipli de 15, champ laissé brut, poncé, c'est assez design, mais il faudra être sûr que le client apprécie. Toujours pour les multiplis intérieurs, il existe des multiplis qui sont teintés d'usine, colorés comme on le voit sur l'image. Une fois la teinte appliquée, l'usine va ensuite protéger la surface par un vernis ou des résines de mélamine ou des résines encore plus résistantes, des résines phénoliques. Les panneaux marins, ou comme certains disent, les panneaux marines, sont des panneaux résistants aux intempéries, donc on peut les placer à l'extérieur. Grâce à un collage AW100, leurs plis de plaquage sont très résistants à l'humidité. Leur surface est justement protégée par des résines phénoliques. Alors la résine phénolique est une sorte de vernis transparent méga résistant. Ici, le bois n'a pas été teinté, mais on pourrait très bien imaginer teinter le bois avant de le protéger par ces résines phénoliques. Il existe un deuxième panneau marin, le panneau marin avec film de papier craft. Le papier craft est un papier d'emballage particulièrement résistant lorsqu'il est imbibé de liquide, et ici on va l'imbiber d'urée formol.
c'est la fameuse colle à plaquage qu'on utilise parfois encore dans nos ateliers. Le fait d'avoir du papier craft en surface permet l'adhérence des peintures. Le dernier panneau marin est le panneau appelé bakélysé. Il présente un film noir qui rappelle la bakélite, un des premiers plastiques utilisés pour les téléphones, pour les pommeaux de vitesse des voitures, les volants, un plastique très utilisé dans les années 30. Aujourd'hui, ça n'est plus de la bakélite, mais ce sont également des résines phénoliques qui sont utilisées pour protéger ces panneaux. Et là, typiquement, vous reconnaissez les panneaux qui sont sur les ponts de votre camionnette ou à l'intérieur des camionnettes. Ce sont des panneaux très résistants mécaniquement et bien sûr très résistants aux intempéries. Attention toutefois à la mise en œuvre de ces panneaux marins. On a dit qu'ils étaient extrêmement résistants aux intempéries. C'est valable particulièrement pour leurs faces qui sont revêtues de résine phénolique, mais attention à leurs champs. Les champs vont être mis à nu par le sciage à la scie circulaire. Il faudra donc les protéger. Par exemple, pour des volets, on mettra volontiers un profil métallique en U pour que l'eau de pluie ruisselle en surface et qu'elle ne pénètre pas à l'intérieur du panneau. On peut aussi imprégner les champs avec un produit hydrofuge avant de passer une couche de peinture de finition. Pour la fixation de ces multiplis marins ou pour tout autre panneau qui aurait une couche particulièrement cassante et fragile, il est nécessaire de pré-percer et de fraiser le trou. On va ensuite visser en marquant un léger retrait et ce retrait sera comblé par un mastic d'étanchéité. De cette manière, on conserve la résistance à l'humidité du panneau. En ce qui concerne l'utilisation des multiplis marins, on pourra les retrouver sous forme de volets à peindre, de panneaux de remorque, éventuellement pour des éléments de façade, ou pourquoi pas pour la fabrication de maisons ossature bois. A savoir que pour ces deux exemples, d'autres matériaux existent aujourd'hui. Pour une façade en éléments préfabriqués, on utilisera plus volontiers le stratifié compact qui est bien plus résistant que le multipli marin. Et puis pour les maisons ossature bois, c'est l'OSB qui est presque exclusivement utilisé pour des questions économiques. Comme on l'a dit précédemment, le multipli marin, on le retrouvera aussi à l'intérieur ou à l'extérieur des véhicules, souvent avec un profil antidérapant. Et puis même si les années passent, je suis sûr que vous vous rappelez encore de votre place de jeu préférée. Et à cette époque, qu'est-ce que vous aviez sous vos pieds? Eh bien, vous aviez du multipli marin. C'est fou, non? Ouais, pas sûr que ce soit si fou que ça. Mais ce qui est sûr par contre, c'est qu'un petit caout vous attend sur les bois croisés et multiplis. Là aussi, une dizaine de questions. Et puis par la suite, on complétera ensemble cette mind map de synthèse sur le multipli. Allez, sur la lancée, après le multipli, toujours dans la famille des contreplaqués, on attaque les panneaux forts. Dans cette famille des panneaux forts, on voit déjà qu'il y a deux panneaux différents, mais les deux sont conçus de la même manière. Ils ont tous les deux une âme épaisse, et puis en surface des plaquages forts, donc entre 1,5 à 4 mm d'épaisseur. Pour le premier, l'âme épaisse est constituée de litho en bois massif. On parle alors de panneaux forts blocs. On entend aussi parler de panneaux forts lattés, puisqu'il s'agit de latte ou de litho. Le deuxième, lui, on l'appelle le panneau fort lamellé. Comme son nom l'indique, son âme est constituée de lamelles de plaquage collées les unes contre les autres. On peut déjà remarquer à ce stade que les cernes de ce plaquage sont orientées sur l'épaisseur du panneau. Il y a une raison à cela, on le verra par la suite. Qu'ils soient lattés ou lamellés, les panneaux forts ont un atout en commun. Ils ont une bonne résistance à la flexion. Cette image illustre l'usage habituel des panneaux forts. On les utilisera principalement pour la fabrication de rayons de grande dimension. Contrairement à un vulgaire panneau de particules, le panneau fort ne fléchira pas sous le poids des livres. Les deux principaux défauts de ces panneaux, c'est leur coût, ils sont plutôt chers, et leur manque de stabilité. Ils auront tendance à se gauchir et surtout à se déformer en surface. Cette déformation de surface sera plus perceptible sur les panneaux fort bloc que sur les panneaux fort lamellés. Le point faible du panneau fort bloc est que son âme a été fractionnée en gros morceaux de bois massif. De plus, l'orientation des cernes est totalement aléatoire. Donc chacune de ces pièces va se déformer à sa manière et on pourra voir apparaître la marque de ces lithos qui se seront rétractés. Alors bien sûr que l'image exagère ce phénomène, mais il est toutefois perceptible en lumière rasante principalement. Pour ce qui est du procédé de fabrication de ces panneaux fort bloc, on part de l'âme qui est constituée de planches
de sapin, d'épicéa ou éventuellement aussi de fromager. On peut le retrouver dans la composition de ce panneau si l'on désire le rendre léger. Lame étant constituée, on va replaquer cette âme à 90 degrés par des plaquages limba, okoumé, donc des exotiques, du fromager, là aussi exotique, ou du peuplier ou éventuellement du hêtre. Comme pour la plupart des contreplaqués, il est possible de commander des panneaux standards dont les plis extérieurs ne sont pas très beaux, en général c'est du plaquage déroulé, ou alors des panneaux replaqués d'essence fine, le plaquage extérieur est beaucoup plus joli, comme on l'avait déjà vu, il est tranché et non pas déroulé, donc sa veine est plutôt esthétique, de fil. Et puis comme d'habitude, si l'on rajoute une couche, on la replaque toujours à 90 degrés par rapport à la précédente. Il est aussi possible de commander des panneaux ForBlock dont la planéité et la stabilité sont améliorées grâce à des panneaux de particules ou des MDF qui remplacent le plaquage de surface. Ce panneau de particules peut être brut, si l'on compte le replaquer à l'atelier par exemple, ou alors surfacé de mélamine, ce qui en fait un panneau idéal pour la fabrication de longs rayons de bibliothèque ou de dressing. Donc retenons que grâce au panneau de particules, qu'il soit brut ou mélaminé, et grâce au MDF, on contre les déformations de ces lithos de bois grâce à un matériau plus rigide que le plaquage. Les panneaux forts ont aussi un avantage de taille par rapport aux panneaux de particules, par exemple. Les usinages sont possibles sans alésage préalable. C'est-à-dire que grâce à cette présence de bois massif dans l'âme du panneau, il est tout à fait possible d'usiner une battue, comme c'est le cas ici, ou une rainure, directement dans le panneau, sans avoir besoin de le renforcer par une alaise de bois. Du coup, dans les années 1930, alors que jusque-là on n'avait connu que le bois massif, débarque ce panneau fort, on se rend compte qu'il est quand même plus stable que le bois massif, mais qu'il est tout aussi pratique. À l'époque, ce sont les essences fines, particulièrement le noyer, qui sont à la mode. Jusque-là, on avait l'habitude de coller le plaquage sur des pièces massives, généralement en sapin, qui se déformaient, qui se fendaient avec le temps. Et là, on se rend compte qu'avec ce panneau ForBlock, on n'aura plus ces problèmes. Alors peut-être que vous, un jour, vous serez amené à rénover un meuble des années 30, on parle du style Art déco. Vous aurez alors certainement l'occasion de retrouver ce panneau ForBlock dans cette situation. Et du côté de la production de mobilier, ce panneau ForBlock, on pourra le trouver principalement dans la fabrication de rayonnage de grande dimension, éventuellement dans la fabrication de caisses de meubles. Pour des questions de stabilité, on évitera de l'utiliser pour des éléments visibles comme des faces, des dessus de meubles, surtout s'ils sont laqués, c'est là qu'on voit le plus les défauts. En se rendant compte que le panneau ForBlock n'était pas tellement stable, on a inventé le panneau fort lamellé. On l'avait vu en intro, ce panneau fort lamellé est constitué de plaquages. De grandes feuilles sont collées les unes sur les autres, elles sont ensuite sciées perpendiculairement à l'épaisseur du panneau. L'âme du panneau étant ainsi constituée, il n'y aura plus qu'à la contreplaquer avec du plaquage fort, par exemple en limba, okoumé ou fromager. L'avantage principal du panneau fort lamellé par rapport au panneau ForBlock réside dans l'orientation des cernes. Celles-ci sont toutes placées sur l'épaisseur du panneau. Elles sont toutes parallèles, orientées pareil, donc en cas de retrait ou de gonflement, tout va se déformer uniformément. A noter que si les lamelles ont toutes la même orientation des cernes, c'est grâce à la technique du déroulage qui permet d'obtenir des feuilles de plaquage qui présentent toujours des cernes parallèles à leur parement. Si on le compare au panneau ForBlock, on peut dire que le panneau fort lamellé présente une bien meilleure stabilité et une très bonne planéité. On pourrait aussi le comparer au panneau de particules, qui lui aussi est très stable et reste très plat dans le temps, mais à même épaisseur, le panneau fort lamellé est bien plus léger que le panneau de particules et présente une bien meilleure résistance à la flexion que l'aggloméré. Par contre, le panneau fort lamellé est plus cher que le panneau de particules. A noter encore que le panneau fort lamellé peut être trouvé dans différentes versions, avec du MDF, avec du panneau de particules, brut ou mélaminé. Ici, on a un panneau fort lamellé en balsa qui a un excellent rapport entre son poids, sa masse volumique, et sa résistance. Quand on parle de résistance, on fait toujours allusion à sa résistance mécanique et principalement résistance à la flexion.
Pour la suite des événements, il nous reste un petit résumé à compléter sur les panneaux forts, et bien sûr, comme d'habitude, un petit caout pour tester ses connaissances et se challenger sur ces deux panneaux.